Bonjour, je m'appelle Léo. J'ai 25 ans et je suis ébéniste. Je passe mes journées avec l'odeur du chêne et de la cire d'abeille. Je vis à Lyon, dans le quartier de la Croix-Rousse, juste au-dessus de mon atelier. Les bruits de la ville me parviennent étouffés, comme un murmure lointain. Je connais chaque craquement du parquet, chaque jeu de lumière que la poussière de bois danse dans l'air le matin. Je passe la main sur une planche de noyer, sa surface est presque prête, lisse sous mes doigts. Ma routine est simple. Le réveil à 6 heures, le café noir, fort, dans la même tasse ébréchée. Puis je descends à l'atelier. Le travail du bois demande du silence, de la patience. C'est un rythme lent qui me convient. Je règle une lame sur la scie, la vérifiant 2 fois par habitude. Ce silence, je l'ai choisi. Je l'ai construit comme un mur pour me protéger du bruit. Des éclats de voix qui ont marqué les dîners de mon enfance. C'est un refuge solide et tranquille. Je passe une main dans mes cheveux, repoussant une mèche pleine de sciure. Ce calme, que j'ai si longtemps cherché, a parfois un goût de solitude. Depuis quelques mois, le silence n'est plus tout à fait le même. Il y a des brèches, des moments où je lève la tête de mon établi et j'écoute, sans savoir ce que j'attends. Je nettoie un ciseau à bois avec un chiffon huilé. Le geste est automatique, mais mon esprit est ailleurs. Mardi, c'est le jour de la brèche. Le café des Pentes est notre point de rendez-vous. Je l'y retrouve chaque semaine depuis 8 mois. Elle est déjà là, penchée sur son carnet, une mèche argentée contrastant avec ses cheveux bruns bouclés. Il y a une tache de pastel bleu sur sa joue. Je m'assois en face d'elle sans un mot, poussant délicatement ses crayons pour poser ma tasse. Elle ne lève pas les yeux, trop absorbée par son dessin. Je regarde ses mains, toujours un peu tachées d'encre de Chine sous les ongles. Elle enroule une boucle de ses cheveux autour de son index, geste familier quand elle bute sur un détail et pose mes mains sur la table. Elles me paraissent énormes, rêches. La silence entre nous n'est jamais gênant. Aujourd'hui, je sens une tension dans ses épaules, dans la façon dont elle tient son crayon comme si elle allait le casser. Je remue mon café, créant un petit tourbillon noir. Soudain, elle lâche un soupir, un son bref et frustré. Perspective de merde, marmonne-t-elle pour elle-même. Elle gomme une ligne avec une violence qui fait trembler la table. Je prends une gorgée de mon café. Il est encore trop chaud et me brûle la langue. Je ne dis rien, j'attends. Mon regard est fixé sur la page blanche, mais je sais qu'elle ne la voit plus. Ses doigts tapotent nerveusement le bord de sa tasse, un rythme irrégulier qui trahit son agitation. Je sors mon propre carnet, un prétexte pour ne pas la fixer. Je commence à esquisser la forme d'un oiseau, un rouge-gorge, une commande que je dois commencer. Mais mes yeux reviennent sans cesse sur elle, sur le petit grain de beauté juste au-dessus de sa lèvre, sur la façon dont elle mordille l'intérieur de sa joue. Je repose mon crayon. Le bruit du graphite sur le papier me semble soudain trop fort. C'est moi qui brise le silence cette fois. « Ça va, Clara ?» Ma voix est un peu rauque. Elle sursauta légèrement, comme si elle avait oublié que j'étais là. Elle me gratifia d'un de ses rires brefs, un peu trop sonores, celui qu'elle utilise pour masquer quelque chose. « Oui, t'inquiète, c'est juste compliqué. » Elle ne m'en dira pas plus. Elle prend sa tasse à 2 mains, comme pour se réchauffer, mais son café doit être froid depuis longtemps. Je n'insiste pas. Je sais que ça ne servirait à rien. Nous restons comme ça un long moment. Le bruit des conversations autour de nous, le tintement des cuillères, tout ça semble loin. C'est notre bulle. Mais aujourd'hui, elle est fragile. Dehors, le ciel s'est assombri. Des nuages lourds s'amoncellent au-dessus des toits. Je me lève pour payer au comptoir, et quand je reviens, elle est en train de ranger ses affaires dans son sac. Ses gestes sont lents, presque mécaniques. On dirait qu'elle porte quelque chose de très lourd. Quand nous sortons, une pluie glaciale commence à tomber. Les gouttes s'écrasent sur les pavés dans un sifflement. Elle remonte le col de son manteau, frissonnant. « À la semaine prochaine, Léo », dit-elle, mais sa voix se perd dans une rafale de vent. Je regarde s'éloigner, une silhouette fragile sous le ciel en colère, jusqu'à ce qu'elle tourne au coin de la rue. Je reste un instant sous la pluie, sentant le froid s'infiltrer à travers ma veste. Plus tard dans la nuit, le vent fait vibrer les vitres de l'atelier. J'essaie de sculpter le petit rouge-gorge en bois, mais mes mains sont maladroites, mon esprit est ailleurs. C'est alors que j'entends frapper. Pas à la petite porte de l'appartement, mais à la grande porte en chêne de l'atelier. Je m'essuie les mains sur mon jean et vais ouvrir. C'est Clara. Trempée, les yeux rouges, son sac à dos collé à ses épaules. Elle me regarde et sa voix tremble un peu quand elle demande « Je peux rester une nuit, je te promets que demain je règle ça. »
Je n'ai pas posé de questions. Je me suis juste reculé, tirant la lourde porte de l'atelier pour qu'elle s'ouvre plus grand. Le vent s'est engouffré, faisant danser la sueur sur le sol en béton. La pluie crépitait violemment sur le trottoir derrière elle, un son dur et froid. Elle laisse rester un instant immobile sous l'encadrement, le visage à moitié caché par ses cheveux mouillés qui lui collaient aux joues. Puis, elle a fait un pas à l'intérieur, franchissant le seuil. L'eau de son manteau a formé une petite flaque sur les copeaux de bois. Elle a resserré ses bras autour d'elle, frissonnante, sans me regarder. J'ai refermé la porte. Le bruit sourd du chêne massif a fait taire la tempête, nous enfermant dans le silence de l'atelier, un silence seulement troublé par le goutte à goutte de son manteau. Je lui ai pris son vêtement des mains. Il était lourd, gorgé d'eau, et je l'ai suspendu à un crochet. Je l'ai guidé vers l'escalier en colimaçon qui mène à mon appartement. La lumière de l'étage était plus douce, plus jaune. Arrivé en haut, j'ai désigné le canapé d'un geste de la main. « Tu peux prendre le canapé. » Ma voix m'a semblé étrange, trop grave dans le calme ambiant. Je me suis concentré sur le grain du parquet pour ne pas fixer ses yeux, que je savais rougis par les larmes, même dans la pénombre. Son regard a balayé le vieux canapé en cuir, puis s'est posé sur moi une seconde. Sans un mot, elle m'a contourné et s'est dirigée vers la porte ouverte de ma chambre. Son sac à dos, trempé, laissait une trace sombre et humide sur le plancher derrière elle. J'ai entendu le frottement de son jean mouillé contre le bois. Je suis resté planté au milieu du salon, les mains ballantes, ne sachant pas si je devais la suivre. Je l'ai observée depuis le seuil, incapable de bouger. Elle a laissé tomber son sac près du lit avec un bruit sourd. Puis elle s'est assise sur le bord du matelas, qui a protesté par un léger grincement. Ses doigts ont effleuré la couverture grise, un geste lent, presque hésitant. Elle semblait incroyablement petite dans cette pièce que je connaissais par cœur. Elle a pris une inspiration, un souffle tremblant qui a fendu le silence. Elle s'est allongée sur le côté, encore habillée, se recroquevillant face au mur. Ses épaules tressautaient par moments, de petits soubresauts silencieux. Je suis resté dans l'encadrement de la porte, une main agrippée au bois, la paume moite. L'odeur de la pluie et de ses cheveux mouillés emplissait l'air. Je ne savais pas quoi faire. Je n'avais aucun mot pour réparer ce qui était cassé en elle ce soir-là. Sa voix est sortie, étouffée par l'oreiller, à peine un murmure. « Allonge-toi juste ici. Je ne veux pas être seul. » Mon cœur a raté un battement. Mes doigts se sont crispés sur le chambranle, le bois a mordu ma peau. J'ai regardé son dos, la courbe fragile de sa colonne vertébrale sous son pull humide. J'ai avalé ma salive, ma gorge était sèche. J'ai hoché la tête, même si elle ne pouvait pas me voir. J'ai fait le tour du lit et je me suis allongé sur la couverture, en gardant mes chaussures. Une distance prudente nous séparait. L'obscurité était presque complète, trouée seulement par le filet de lumière orangée d'un lampadaire qui passait sous le store. Je fixais les ombres qui dansaient au plafond, écoutant le son de sa respiration qui, peu à peu, commençait à ralentir, à devenir plus profonde, plus régulière. Je n'ai pas bougé. Je ne sais pas quand je me suis endormi. Je me suis réveillé avec les muscles endoloris, la lumière grise de l'aube filtrant dans la pièce. Je suis tourné lentement. Clara dormait profondément, une de ses mains posée près de son visage, les doigts à moitié recroquevillés. La mèche argentée dans ses cheveux semblait presque lumineuse dans la pénombre du matin. Je me suis levé sans faire de bruit, en retenant ma respiration. Dans la cuisine, le gargouillis de la cafetière m'a paru assourdissant. J'ai attrapé un de mes sweats gris, propre, plié sur une chaise, et je l'ai déposé sur la poignée de la porte de la chambre avant de la refermer doucement. Puis, je suis descendu à l'atelier. Le froid du matin me mordait les doigts. J'avais besoin d'occuper mes mains, de sentir le bois sous mes paumes pour remettre de l'ordre dans mes pensées. J'ai pris le petit oiseau en tilleul que j'étais en train de sculpter. Un rouge-gorge. J'ai passé mon pouce sur son aile. La surface était presque lisse. Mais mes gestes étaient mécaniques. Mon esprit était resté à l'étage. Je tendais l'oreille au moindre craquement du plancher au-dessus de ma tête. Finalement, j'ai reposé l'oiseau et mon ciseau à bois sur l'établi. Impossible de travailler. L'odeur du café m'a finalement fait remonter. Clara était dans la cuisine. Elle portait mon sweat, bien trop grand pour elle, les manches retroussées plusieurs fois sur ses avant-bras. Elle se tenait devant la cuisinière, une spatule à la main. En m'entendant, elle s'est retournée. Un petit sourire fatigué a étiré ses lèvres. « Bonjour, le dormeur », a-t-elle dit d'une voix un peu rauque. On a mangé les pancakes, un peu trop cuits sur les bords, en silence.
Elle était assise en face de moi, à la petite table en chêne que j'avais fabriquée. Elle tenait sa tasse à 2 mains, comme pour se réchauffer, et le bout de ses doigts tapotait la céramique à un rythme irrégulier. Elle remplit à nouveau sa tasse de café sans qu'elle le demande. Elle a hoché la tête en guise de remerciement. Sa voix a brisé le silence. Merci Léo. Pour hier soir. Elle n'a rien ajouté. J'ai simplement secoué la tête, incapable de formuler une réponse correcte. J'ai regardé ses doigts, qui traçaient maintenant des cercles invisibles sur la surface en bois de la table, là où une goutte de sirop était tombée. Ses ongles étaient toujours tachés d'un peu d'encre de Chine. Elle a jeté un œil à l'horloge murale et son expression s'est refermée. La parenthèse était finie. Elle s'est levée, enfilant ses bottes encore humides avec un geste lent, résigné, a hissé sur ses épaules. Le poids a semblé la tasser un peu. Elle retrouvait sa posture de la veille, celle d'une personne se préparant à un combat. Elle était sur le seuil, la main déjà sur la poignée. Elle s'est retournée, m'a adressé un regard où je n'ai su lire que de la fatigue. Il faut que j'y aille, régler ça. Je me suis levé d'un bond, faisant grincer ma chaise. Les mots sont sortis tout seuls, sans que je puisse les retenir. Un mélange de panique et de quelque chose d'autre. Et si tu n'avais plus jamais besoin de partir? Sa main s'est figée, sa main a glissé de la poignée. Le sac à dos est resté sur son épaule, mais elle ne bougeait plus. Elle me regardait, ses lèvres entr'ouvertes, comme si elle cherchait de l'air. J'ai senti mon propre souffle se bloquer dans ma poitrine. J'avais lancé les mots comme on jette une pierre dans un lac sans mesurer les ondes. Le silence s'est étiré, rempli seulement par le tic-tac de l'horloge murale. J'ai dégluti, le son a résonné dans ma gorge. Elle n'a jamais vraiment pas officiellement. Mais son existence a commencé à s'infiltrer dans la mienne. Une deuxième tasse de café est apparue sur mon plan de travail, elle avec un petit renard dessiné dessus. Ses carnets de croquis s'empilèrent sur la table basse, à côté de mes catalogues de bois. Les mardis au café sont devenus des mardis à l'atelier. Elle dessinait sur un coin de mon établi, indifférente à la sueur qui se déposait sur ses pages. Un après-midi, son téléphone a sonné. Elle l'a regardé et son visage s'est fermé. Elle a refusé l'appel, posant l'appareil face contre la table. Puis elle a attrapé un rabot et a commencé à lisser une chute de bois, un geste maladroit et bien trop énergique. Elle a continué jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Je me suis approché et j'ai doucement repris l'outil de ses mains. Ses doigts étaient glacés. Je n'ai rien dit. Je lui ai juste tendu un chiffon propre. Plus tard ce soir-là, pendant qu'on mangeait des pâtes directement dans la casserole, elle a parlé. Sa voix était neutre, presque détachée. Elle m'a raconté les attentes de sa mère, les comparaisons incessantes, le mot « artiste » prononcé comme une insulte. Elle remuait ses pâtes avec sa fourchette, sans les manger, créant des petits tourbillons dans la sauce tomate. Je n'ai fait qu'écouter, enlevant une écaille de peinture séchée de mon pouce avec mon ongle. Les semaines sont devenues des mois. Novembre a cédé la place à un décembre froid et humide. Un soir, alors que la pluie battait contre les fenêtres de l'atelier, je lui ai tendu le petit rouge-gorge en bois. Je l'avais poncé jusqu'à ce qu'il soit doux comme de la soie, puis je l'avais ciré. Il tenait dans le creux de sa paume. Ses doigts se sont refermés dessus, un geste protecteur. Elle l'a porté à sa joue, les yeux fermés. La chaleur de sa peau a réchauffé le bois. Elle a commencé à le laisser sur la table de chevet, de mon côté du lit, les nuits où elle restait. C'était devenu une sorte de rituel silencieux. Elle arrivait tard, souvent fatiguée, posait l'oiseau sur le bois et s'endormait presque aussitôt. Je le regardais dans la pénombre, cette petite forme solide et tranquille. Parfois, en pleine nuit, je tendais la main et mes doigts effleuraient les siens, posés juste à côté de la petite sculpture. Elle m'a raconté la dispute, la vraie, celle qui l'avait conduite à ma porte ce soir-là. C'était à propos d'une commande, un livre qu'elle avait illustré et qui venait d'être publié. Sa mère avait dit que les dessins manquaient d'âme. Clara a ri en me le disant, ce rire bref et trop fort. Mais ses mains, posées à plat sur la table, tremblaient légèrement. J'ai posé la mienne par-dessus la sienne, juste une seconde. Elle a sursauté, puis a retourné sa main pour serrer mes doigts. Nos conversations n'étaient jamais des confessions dramatiques. Les morceaux de son histoire sortaient au détour d'une phrase, pendant qu'on faisait les courses ou qu'on marchait le long des quais de Saône. Chaque fragment était une petite pierre qu'elle retirait de son sac. Et à chaque fois, je sentais le poids de ce sac s'alléger un peu. Je n'offrais pas de solution. Je lui passais juste le sel,
ou je lui tenais la porte, ou je la regardais dessiner. Parfois, des amis passaient à l'atelier. Ils la regardaient, puis me regardaient, un sourcil levé. Personne ne posait de questions, mais je sentais leur curiosité. Un jour, mon ami Thomas m'a dit à voix basse « Elle est plus vieille, non ? Fais gaffe, Léo. » J'ai serré le manche de mon marteau si fort que le bois a craqué sous mes doigts. Je lui ai juste répondu de s'occuper de ses affaires. Ma voix plus dure que je ne l'aurais voulu. Son rire est devenu plus fréquent. Un vrai rire, cette fois. Un son qui partait du ventre et faisait briller ses yeux. Je le collectionnais comme on collectionne des objets précieux. Un jour, en la regardant rire à une de mes blagues idiotes, j'ai renversé la moitié de ma tasse de café sur un plan. J'ai passé 5 minutes à éponger, le cœur battant dans mes tempes, juste pour avoir une excuse pour ne pas la regarder. L'intimité s'est construite dans les gestes. La façon dont elle repoussait une mèche de mes cheveux pleins de sueur de mon front. La façon dont je connaissais exactement la quantité de sucre qu'elle mettait dans son thé. Un soir, en passant derrière elle dans le couloir étroit, ma main s'est posée instinctivement au creux de son dos pour ne pas la bousculer. Sa respiration s'est bloquée une fraction de seconde. Je n'ai pas retiré ma main tout de suite. Elle a commencé à laisser des affaires. Une brosse à dents. Un pull usé qu'elle aimait bien. Une pile de ses livres préférés. Les objets s'intégraient à mon désordre organisé, trouvant leur place comme s'ils avaient toujours été là. Je n'ai jamais commenté ces ajouts. Je les acceptais comme des faits. Un matin, j'ai trouvé son flacon de parfum sur l'étagère de la salle de bain et j'ai souri tout seul en me rasant. Un après-midi, elle est revenue d'un rendez-vous, le visage pâle. Elle tenait une enveloppe à la main. Elle me l'a tendue sans un mot. C'était une mise en demeure de son propriétaire. Sa mère, qui était sa garante, avait retiré son soutien. Elle avait 2 mois pour partir. Elle est restée debout au milieu de l'atelier, les bras ballants. J'ai pris l'enveloppe, je l'ai pliée en 4 et je l'ai mise dans la poche arrière de mon jean. « Viens », j'ai simplement dit. Je l'ai emmenée sur le petit toit terrasse au-dessus de mon appartement. C'était notre endroit. On pouvait voir les lumières de la ville s'allumer une par une. Le vent était froid, mais elle ne semblait pas le sentir. Elle regardait l'horizon, le grain de beauté au-dessus de sa lèvre tremblait à peine. Je me suis placé derrière elle, la protégeant du vent avec mon corps. Elle s'est appuyée contre moi, son dos contre mon torse. Sa tête a trouvé naturellement sa place dans le creux de mon épaule. On est resté comme ça un long moment, à regarder la ville respirer sous nos pieds. Je sentais les battements de son cœur, lents et réguliers, contre mon bras. Pour la première fois depuis des mois, la tension dans ses épaules avait disparu. Je pouvais sentir l'odeur de son shampoing, quelque chose de simple, comme la pomme. J'ai passé mes bras autour d'elle, mes mains se rejoignant sur son ventre. C'était la première fois que je la tenais vraiment. Elle a poussé un long soupir, un son de pur abandon, et a posé ses mains sur les miennes. Tout était calme. Le bruit de la ville semblait lointain, étouffé. J'ai fermé les yeux, sentant le poids de sa confiance. C'était fragile et incroyablement lourd à la fois. On a passé des heures comme ça, je crois. Le ciel est passé du violet au noir d'encre parsemé d'étoiles. On n'a pas parlé de l'enveloppe, ni de sa mère, ni de l'avenir. Il n'y avait que le contact de nos corps, la chaleur partagée contre le froid de la nuit. J'ai enfoui mon visage dans ses cheveux, respirant son odeur. Pour la première fois de ma vie, le silence n'était pas un refuge, c'était un dialogue. Quand on est redescendu, elle a pris le petit oiseau en bois sur la table de chevet. Elle l'a fait tourner entre ses doigts, le regard perdu dans le vague. Ma mère veut me voir demain, pour discuter. Sa voix était à peine un murmure. Elle a reposé l'oiseau avec une lenteur infinie, le plaçant exactement au centre de la table. J'ai regardé ses doigts s'attarder sur le bois lisse. Elle s'est tournée vers moi, et pour la première fois, il n'y avait aucune trace de peur dans son regard. Juste une sorte de calme résolu. Quoi qu'il arrive demain, Léo, merci. Elle a posé sa main sur ma joue. Sa paume était chaude, un peu rêche à cause des pastels. J'ai couvert sa main avec la mienne, la maintenant contre ma peau. On était là, au bord de quelque chose. C'était la fin du mois de février. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit de pluie. 6 mois de silence, de café et de copeaux de bois. Elle a enlevé sa main de ma joue et a attrapé mon sweat, celui qu'elle portait toujours quand elle était ici. Elle l'a enfilé. Les manches étaient trop longues, comme d'habitude. Elle a souri, un vrai sourire cette fois, sans aucune ombre. Et je me suis dit que, peut-être,
tout irait bien. Le matin suivant, je l'ai regardé nouer les lacets de ses bottes, le dos courbé, chaque geste lent et délibéré. Le café que j'avais préparé refroidissait sur la table, une fine pellicule déjà formée à sa surface. Je me suis frotté les mains sur mon jean, un geste nerveux pour les occuper. Elle s'est relevée, a enfilé son manteau et a évité mon regard. Ses doigts ont effleuré le chambranle de la porte. Je n'ai rien dit. J'ai juste écouté le bruit de ses pas dans l'escalier. La porte de l'immeuble s'est refermée avec un claquement sourd qui a vibré à travers le plancher. Le silence est revenu, mais il était différent. Aiguisé. Vide. Je suis resté immobile au milieu du salon pendant 1 minute entière, peut-être plus. Puis j'ai pris sa tasse, celle avec le petit renard, et je l'ai rincée sous l'eau chaude, la frottant avec l'éponge bien plus longtemps que nécessaire. Je l'ai posée sur l'égouttoir, seule, à côté des miennes. Les heures se sont étirées. Je suis descendu à l'atelier, essayant de me concentrer sur une commande. J'ai pris une planche de frêne, j'ai mesuré, tracé une ligne. Mais mes mains étaient maladroites. J'ai vérifié mon téléphone 3 fois en 1 heure. Pas de message, pas d'appel. J'ai reposé mes outils sur l'établi, la lame du rabot a glissé et a entaillé le bois. J'ai laissé la marque là, comme une petite cicatrice. Le soir est tombé sans qu'elle ne revienne. La lumière des lampadaires dessinait de longs rectangles jaunes sur le sol de l'atelier. J'ai fait le tour de l'appartement, éteignant les lumières une par une. Son pull traînait encore sur le dossier d'une chaise. Le tissu était encore imprégné de son odeur, un mélange de térébenthine et de quelque chose de plus doux, d'indéfinissable. Je l'ai plié soigneusement et je l'ai posé sur mon lit. C'est là que je l'ai vu, sur ma table de chevet, juste à côté de mon réveil. Le petit rouge-gorge en bois. Elle l'avait laissé. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. Je l'ai pris dans ma main. Le bois était froid, lisse. C'est un message, mais je ne savais pas le lire. Était-ce un adieu? Un merci? Mes doigts se sont crispés autour de la petite sculpture jusqu'à ce que les arêtes me fassent mal. Les jours suivants ont été un brouillard. J'ai travaillé sans relâche, par pure nécessité mécanique. Le bruit de la scie et de la ponceuse remplissait le vide, mais dès que j'arrêtais, le silence revenait, plus lourd qu'avant. Mardi, je ne suis pas allé au Café des Pentes. Je suis passé devant. J'ai vu notre table vide à travers la vitrine et j'ai accéléré le pas, les mains enfoncées au plus profond de mes poches de veste. 1 semaine a passé, 1 semaine de nuit trop longue et de café au goût amer. J'ai pris mon téléphone un soir, j'ai écrit un message. « Tu vas bien ?» Les mots me paraissaient stupides, insuffisants. Je suis resté à fixer l'écran, le pouce planant au-dessus du bouton d'envoi. Puis tout effacé, lettre par lettre. Mes parents réglaient leurs problèmes à coups de cris et de portes qui claquent. Je ne savais pas faire autrement que de me taire. Je me suis surpris à chercher sa mèche argentée dans la foule, à sursauter chaque fois que j'entendais un rire qui ressemblait au sien. L'atelier, mon refuge, était devenu une cage. Chaque objet me parlait d'elle. Les carnets de croquis sur la table basse, la tache de pastel bleu incrustée dans le plancher que je n'arrivais pas à enlever. J'ai commencé à ranger, à déplacer les choses, comme si changer l'ordre de la pièce pouvait changer ce que je ressens. Assis sur le canapé, dans le noir, l'oiseau en bois posé sur la paume de ma main. Je le faisais rouler d'avant en arrière. Le contact du bois poli contre ma peau était la seule chose réelle. J'avais offert un refuge à quelqu'un, mais je m'étais retrouvé sans abri. J'ai fermé les yeux. Le bruit de ma propre respiration était la seule chose qui me tenait compagnie dans l'appartement silencieux. C'est là que mon téléphone a vibré sur la table. Un son bref, presque violent dans le calme absolu. Je n'ai pas bougé tout de suite, le cœur battant dans mes tempes. J'ai attendu une autre vibration, qui n'est pas venue. Lentement, je me suis levé. J'ai traversé la pièce et j'ai pris l'appareil. Le s'est allumé, éclairant mon visage. Un seul message. C'était elle. Je parlais. Mes doigts sont restés figés sur l'écran du téléphone. Le message de Clara. 3 mots. Je me suis levé. J'ai fait le tour de la table basse, puis je suis revenu m'asseoir. Mon cœur battait contre mes côtes, un rythme lourd et désordonné. J'ai repris l'appareil, mes mains étaient froides. J'ai tapé une réponse, la plus simple que j'ai pu trouver, avant que mon courage ne s'évapore. Où es-tu? J'ai appuyé sur envoyer. Le son du message qui partait a semblé résonner dans tout l'appartement vide. La réponse est arrivée 30 secondes plus tard. Une adresse, un petit hôtel près de la gare de Perrache. Je n'ai pas réfléchi.
J'ai attrapé mes clés sur le comptoir de la cuisine, tombé sur le carrelage avec un bruit métallique. Mon regard s'est posé sur la table de chevet. J'ai pris le petit rouge-gorge en bois. Je l'ai glissé dans la poche de ma veste et je suis sorti, refermant la porte derrière moi sans un regard en arrière. Dans le métro, je tenais l'oiseau dans ma poche, mon pouce caressant sans cesse la courbe de son dos. La chaleur de ma main réchauffait le bois de tilleul. Les néons du tunnel défilaient, se reflétant sur les vitres. Des visages fatigués me faisaient face, des gens rentrant chez eux. Je me suis concentré sur le grincement des roues sur les rails, sur la sensation du bois lisse sous mon doigt, sur tout sauf le nœud qui se serrait dans mon estomac. Je ne savais pas ce que j'allais dire. L'hôtel était exactement comme je l'imaginais. À une enseigne au néon qui grésillait. J'ai monté les 2 étages, la moquette usée étouffait le bruit de mes pas. Devant la porte 207, je me suis arrêté. Ma main s'est levée pour frapper, mais elle est restée suspendue en l'air pendant un long moment. J'ai pris une grande inspiration. L'air sentait le désinfectant et la poussière. Puis, j'ai frappé. 2 coups, secs et rapides. Elle a ouvert presque immédiatement, comme si elle attendait juste derrière la porte. Elle avait l'air épuisée, plus mince peut-être. Ses cheveux étaient attachés en un chignon désordonné, et la mèche argentée semblait terne sous la lumière blafarde du couloir. Elle portait un jean et un pull que je n'avais jamais vus. On s'est regardé sans un mot. Derrière elle, la chambre était petite, impersonnelle. Le silence s'est étiré, rempli de tout ce qu'on ne s'était pas dit depuis une semaine. Je suis entré et elle a refermé la porte. Le clic du verrou a scellé la pièce. L'air était lourd. Une valise était ouverte sur le sol, à moitié vide. Elle est allée s'asseoir sur le bord du lit, le matelas s'est affaissé sous son poids. Ses mains étaient jointes sur ses genoux, si serrées que ses jointures étaient blanches. Je suis resté debout près de la porte, les mains dans les poches, sentant le petit oiseau en bois contre ma paume. Parlait la première, sa voix était basse, un peu rauque. Elle m'a expliqué qu'elle était restée là, qu'elle avait rendu les clés de son appartement le matin même. Parlait d'une voix neutre, en fixant un point invisible sur la moquette. Elle m'a parlé de sa mère, des appels, des menaces de couper les ponts. Elle me racontait les faits, sans émotion, comme si elle lisait une liste de courses. Mais ses doigts, qui trituraient l'ourlet de son pull, la trahissaient. Puis elle a relevé la tête et m'a regardé. « Tu ne devrais pas être là, Léo. Ce n'est pas ton problème. C'est mon désordre, à moi seul. » Sa voix a légèrement tremblé. « Tu es jeune, tu as toute ta vie, tu n'as pas signé pour ça. » Elle essayait de me repousser, de construire un mur entre nous avec des mots. J'ai vu la peur dans ses yeux. La peur que je la vois vraiment, avec toutes ses failles. Je n'ai pas répondu. Je m'approchais de la petite table de chevet en formica. J'ai sorti le rouge-gorge de ma poche et je l'ai posé délicatement sur la surface abîmée, juste à côté d'un verre d'eau à moitié vide. Le petit oiseau semblait minuscule et fragile dans cette pièce triste. Point de chaleur, de bois familier. Ses yeux ont suivi mon geste, puis sont restés fixés sur la petite sculpture. Son regard ne quittait pas l'oiseau. J'ai vu ses épaules s'affaisser, comme si un fil invisible qui la tenait droite venait de lâcher. Une larme a roulé lentement sur sa joue. Elle l'a essuyée d'un revers de main rapide. Un geste de colère contre sa propre faiblesse. Le silence est revenu. Mais il était différent. Le petit oiseau en bois était là, entre nous, son silencieux au-dessus du vide. Elle a finalement relevé les yeux vers moi. Sa voix était à peine un murmure, chargé d'une fatigue immense. « Ce soir-là, dans ton atelier, je t'ai demandé si je pouvais rester une nuit. » Chaque mot semblait lui coûter un effort terrible. Elle reposait la question fondamentale, celle qui nous avait amenés ici, dans cette chambre d'hôtel impersonnelle, au milieu des débris de sa vie. C'était un test. J'ai fait un pas vers elle, réduisant la distance qui nous séparait. Ma propre voix est sortie, plus stable que je ne l'aurais cru. Et je t'ai demandé ce qui se passerait si tu n'avais plus jamais besoin de partir. Les mots flottaient entre nous. Ce n'était plus une question impulsive lancée sur un coup de tête. C'était une affirmation. Une promesse que je renouvelais ici, maintenant. Son visage s'est transformé. La dureté, la résignation, tout a fondu pour laisser place à une vulnérabilité si intense que j'ai dû détourner le regard une seconde. Même mot que ce matin-là. Moi, je n'ai pas eu besoin de répondre. J'ai simplement hoché la tête. Lentement, Dieu lui disait tout ce que ma gorge nouée m'empêchait de formuler. Vers moi, a posé ses 2 mains à plat sur ma poitrine.
Je pouvais sentir la chaleur de ses paumes à travers mon t-shirt. Elle a levé la tête et son regard s'est ancré dans le mien. Alors il faut qu'on parle. Parce que je suis amoureuse de toi depuis 6 mois, Léo, et je n'en peux plus de faire semblant. Gère ses mains avec les miennes. Dehors, la ville continuait de vivre, mais ici, dans cette petite chambre, notre monde venait de commencer. 6 mois ont passé depuis cette nuit dans la chambre d'hôtel. Maintenant, je me réveille avec l'odeur de l'encre de Chine mêlée à celle du café. Clara est déjà à la table de la cuisine, penchée sur une nouvelle illustration, sa mèche argentée tombant sur son front. Pose une tasse fumante à côté de sa main tachée de pastel, sans un mot. Elle lève les yeux, me sourit, et ce simple geste suffit à remplir le silence du matin. Je m'assois en face d'elle, observant le soleil se lever sur les toits. Son désordre coloré a colonisé mon ordre méticuleux. Ses pinceaux sèchent dans un de mes vieux pots en verre, à côté de mes ciseaux à bois. L'après-midi, elle s'installe souvent dans un coin de l'atelier. Le crissement de son crayon sur le papier est devenu la bande-son de mon travail. Parfois, je lève la tête de mon établi et nos regards se croisent au-dessus des copeaux de bois. On ne dit rien. Je reprends mon rabot, elle son fusain, et le silence redevient notre langue. Sa mère appelle encore. Je le vois à la façon dont ses épaules se raidissent, dont sa main se crispe sur son téléphone. Mais elle ne s'enfuit plus. L'autre jour, je l'ai entendu lui répondre, sa voix calme mais ferme. Non, c'est ma vie maintenant. Quand elle a raccroché, elle est venue vers moi et a posé sa tête contre mon dos pendant que je ponçais une planche. Je n'ai pas arrêté mon geste, sentant juste le poids de sa confiance contre moi, solide et réel. En l'air d'en rire, un vrai rire qui fait plisser ses yeux, je repense au garçon que j'étais. Celui qui construisait des murs de silence pour se protéger du bruit des disputes. Maintenant, le silence n'est plus un mur, c'est un espace que nous partageons. Je passe un chiffon imbibé de cire d'abeille sur un meuble en cours. Le geste est lent, apaisant. J'ai appris qu'un foyer, ce n'est pas l'absence de bruit, mais la qualité du silence. Nos rituels se sont installés sans qu'on en décide. Le thé du soir sur le canapé, ses pieds froids glissés sous ma jambe. Les balades du dimanche sur les quais, où elle s'arrête toutes les 5 minutes pour dessiner un détail que je n'avais jamais remarqué. Mais pas de grandes promesses, on se passe le sel à table. Je répare le manche de son pinceau préféré. Elle me dit quand une mèche de cheveux tombe dans mes yeux, ce sont nos fondations. Le petit rouge-gorge en bois a trouvé sa place. Il est posé sur le rebord de la fenêtre de la chambre, tourné vers la ville. Il veille sur les toits de la Croix-Rousse. Parfois, le matin, un rayon de soleil frappe le bois de tilleul et le fait briller. Je le touche du doigt en passant. Sa surface est toujours aussi lisse. Il n'est plus un message d'espoir ou un adieu. Il est simplement là, comme nous. Un rappel silencieux de la nuit où tout a commencé. Hier soir, elle s'est endormie sur mon torse, un livre ouvert abandonné sur le canapé. J'ai senti le rythme régulier de sa respiration contre ma poitrine. J'ai regardé son visage apaisé, le grain de beauté au-dessus de sa lèvre, la fatigue des dernières semaines effacée par le sommeil. J'ai délicatement retiré une mèche de ses cheveux de sa joue. Je ne lui ai jamais dit « je t'aime » avec des mots. Je crois que je le lui dis chaque fois que je la laisse dormir. On est sur le toit, ce soir. Le vol s'appuie contre moi, regardant les lumières de Lyon scintiller en contrebas. Elle ne dit rien. Elle dessine la ligne d'horizon dans son carnet avec des gestes rapides. Je passe un bras autour de ses épaules, la serrant un peu plus fort. Elle ne me demande plus si elle peut rester. Je ne lui demande plus de ne jamais partir. On est juste là. Et pour la première fois de ma vie, le lendemain ne me fait pas peur.